quête de cinéma sur Radio Galère 88.4. Nous sommes le 2 octobre 2017. Nous cherchons le cinéma et nous espérons ne pas le trouver. Ce soir, nous avons Antonella comme invité, accompagné de Fabrice et François. À la technique, Lo et Merlin. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous commençons par un morceau de musique choisi par Antonella, Spacer Woman, Charlie. Alors voilà, nous sommes en direct, nous commençons le petit voyage dans le cinéma d'Antonella. Fabrice. Ouais. Je te laisse prendre la suite. Ok. Bonsoir à tous et on est super content que Antonella soit avec nous puisque c'est une cinéaste qu'on connaît depuis longtemps puisque ça fait partie des proches, on va dire. Donc Antonella Porci-Luzzi. Hein, ouais. Attention à ne pas toucher. Deux Z. Voilà. Danger. Avec l'accent qui est de quelle région d'Italie ? Oui, je suis né en Italie. Oui, mais de quelle région ? In Puglia. Ok. Les Pouilles. Et donc tu as l'accent de là-bas ? Non, pas du tout. Quand on est parti vivre, ça a été mon premier déracinement. On est parti vivre à Ancona et j'avais 13 ans. On se moquait de moi pour mon accent. Et donc, ça a été mon premier travail de son, je crois, de virer mon accent dans un accent complètement autre. Donc, j'ai la bonne voix pour travailler à la télé ou à la radio. Ah ouais, c'est clair. Mais par contre, après, j'ai toujours cherché mon accent italien dans les langues que je parlais à Berlin ou à Marseille. Donc, j'ai un accent, je ne peux pas le contrôler, mais j'ai un accent italien. Mais cet accent... Et ça ne me dérange pas, je fais rien pour... pour l'enlever, oui, c'est bien comme ça. L'éviter. Ouais. Et du coup, cet accent que tu essayais de virer quand tu as bougé vers Ancône, pourquoi en fait parce qu'il est... Quand tu es gamin, ça te vexe, Ah oui. Et en plus, esthétiquement, l'accent de Bari, de Barletta n'est pas très beau. Donc, je suis contente. Ok. Ouais. Bon, alors ton arrivée à Marseille, ça se fait quand ? À quel moment ? T'as quel âge quand t'es arrivé à Marseille ? Ça se fait il y a longtemps, plus longtemps que le temps que j'ai passé à Marseille vraiment, parce que je suis arrivé avec le groupe de Ipotesi Cinema. On était à Bologne, conviés par deux réalisateurs italiens du cinéma indépendant, Ermanno Olmi, qui est assez connu, et Mario Brenta, qui est venu avec nous, invité par le Polygone Étoilé. On est venu dans le décembre 2004 à Marseille, au Polygone Étoilé. Et on a ensemble
construit la première semaine asymétrique. Ça a été une rencontre foudroyante et des choses ont suivi. Marc Mercier de Instant Vidéo a pris mon premier film. J'avais fait juste un film. Après, en 2006, la directrice de l'Institut culturel italien de Marseille m'a très gentiment invité à rester résidente. Donc, elle a coproduit mon premier film marseillais qui s'appelle Les Négresses jaunes. Et à cette époque-là, j'avais fait 3 films. Ça veut dire, j'étais arrivé en 2000. J'ai fait 3 films, une première trilogie entre 2004 et 2005. Je suis arrivé à Marseille avec 3 films. Et en 2007, je me suis définitivement installé. D'accord. Alors moi, je t'ai connu quand je suis arrivé en fait au Polygone étoilé, et tu étais en train de, me semble-t-il, de manipuler le film Super 8, non ? Non, jamais. Ah jamais. bon ? J'ai fait un film en 16 et malheureusement, le technicien qui on ne va pas nommer, pas du Polygone étoilé, a détruit le film dans l'acide. Donc, j'ai jamais plus fait un film en 16. D'accord. Donc, c'était pas du Super 8, c'était du 16. Ok. Ouais. D'accord. Bon, et du coup, la première semaine asymétrique, c'est pas rien parce que voilà, il s'est passé pas mal d'années où du coup, voilà, il y a eu pas mal d'artistes indépendants qui se sont retrouvés là. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la construction de ton cinéma, du coup. Comment tu procèdes ? Parce que c'est un cinéma que j'ai découvert voilà, petit à petit, ultra libre. Sans production vraiment extérieure, c'est toi qui autoproduis tes films. Oui, je dois dire que... Et tu as en même temps une profusion de production. de production de films qui est hyper importante. Oui, je suis réalisatrice fleuve. Et même que les films ne se relient pas forcément les uns avec les autres, dans le sens que j'attends de chaque film qu'il exprime sa propre personnalité. Je me mets au service du film où les idées viennent de certaines profondeurs de moi et des autres et peu à peu se mettent ensemble et j'essaie de respecter ça. Mais en tout cas, mon premier film, I Do To Love, je l'avais construit comme une espèce de manifeste. Au début, j'écrivais des petits livres pour chaque film. Je l'ai fait pour les 3 premiers. J'ai continué un petit peu. Après, l'écriture est passée plus directement dans les films. Le premier film, par exemple, est un montage de plans séquences. Donc, même que j'ai tourné et j'avais 40 heures de rush, donc de choisir, ce n'était pas très facile. Mais je suis arrivé à un moyen métrage en reliant certaines scènes que je trouvais importantes. Et j'ai défini à ce moment-là certains éléments. Par exemple, l'importance... le film, j'ai choisi le film comme moyen d'expression parce qu'il me permet de faire 3 choses. Il me permet de tout faire, en fait. Il me permet d'écrire, de faire du son, de faire de l'image, de montrer des dessins, de construire des scènes. Donc, il y a vraiment une... Après... là, j'ai perdu... Oui, parce que dans ton cinéma, on retrouve tout ça. C'est-à-dire que c'est une espèce de kaléidoscope de tous ces éléments
dont tu viens de parler et était en fait à l'initiative de tout ça pratiquement, non? C'est-à-dire que des textes que tu écris la plupart du temps. C'est pas par hasard que j'ai fait un film sur Léonard da Vinci. Alors, tu dis c'est ça le plus important donc, pour toi pour faire des films, c'est-à-dire que tu puisses mettre en jeu tout ce que tu as envie de faire et en même temps derrière comment tu... Mais ça on pourra... Non, parce que il y a un choix de thème, un choix de... J'ai la possibilité d'utiliser plusieurs outils, mais après, le choix est important. Certains de mes films naissent d'un texte, certains autres d'une pensée, certains autres d'une intention politique, certains autres de... mon premier est dédié à ma sœur. J'ai une sœur qui a un grave handicap et qui m'a apporté des choses importantes au niveau de la communication. Elle a une communication subtile. Voilà ce que je voulais dire en parlant d'un fil rouge dans mes films. Il y a un côté spirituel. Spirituel, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire un renforcement de certains pouvoirs de la personne. J'en parle à plusieurs endroits dans mon cinéma. Et pour moi, le moyen du film, ce n'est plus... Pour moi, personnellement, ça n'a jamais été la pellicule, mais en tout cas, la pellicule ou le virtuel, c'est un moyen subtil. C'est un moyen de l'inconscient. Le cinéma, on le regarde pour respecter sa vraie nature dans le noir avec des autres gens. C'est un banc dans l'inconscient. Et voilà, c'est pour ça qu'il diffère. Un dessin montré en film aura de toute façon un autre impact au niveau de la perception que un dessin montré sur papier, exposé dans une galerie. Donc, tous les moyens, à travers le film, prennent une coloration qui symbolique, spirituelle, qui permet, pour moi, est très importante. Donc, cette liberté de laquelle on parlait est plutôt une responsabilité, dans le sens que je vérifie un équilibre à l'intérieur. Je joue souvent avec des extrêmes, mais j'ai fait une vérification des films dans leur arrière-goût, dans ce qui reste en fait, pour voir s'ils sont justes ou non, parce que je pense qu'un film est un vrai moyen de propagande. Donc il faut bien savoir qu'est-ce qu'on dit. Pour aller jusqu'au bout du processus du film, il y a la question de la diffusion. Toi, ton cinéma, il est autoproduit, il est on l'a dit, il y a une très très grande liberté. Est-ce que tu t'y retrouves dans la possibilité de diffuser tes films et aujourd'hui, t'en es où par rapport à ça? Parce qu'on est tous dans cette question-là de la diffusion qui est pas évidente, quoi. À partir du moment où on rentre pas dans des cases ou dans des schémas de production, je dirais bien définis, et encore, même si on y est, rien n'est gagné. Quel est le rapport que tu as avec ça? Je produis beaucoup plus que je diffuse. J'ai des difficultés à organiser la diffusion, même que j'aime beaucoup, parce que souvent j'organise des soirées autour des films, et donc ça me permet de créer des ambiances. Il y a des concerts, il peut y avoir des situations diverses qui
qui se rajoutent au film. Et en tout cas, le rapport au public devient très étroit. Et ça, c'est bien. Après, bon, j'ai commencé à faire des films quand je savais bien, moi je venais complètement d'ailleurs. J'ai fini ma thèse de doctorat en économie politique, en théorie de la monnaie, à Berlin. Et j'ai tout quitté et je me suis mise à faire des films. Et je savais que d'avoir gagné de l'argent m'aurait aidé à supporter la pauvreté. Et que c'était une époque où les arts avaient moins d'argent à disposition. Donc je pense que j'ai utilisé un peu du formatage d'économie pour produire. J'ai une bonne tête, j'organise, c'est fatigant, mais après c'est beau aussi, je travaille avec des gens. Et j'ai la chance que les gens me suivent pour produire ce que je veux faire, et avec beaucoup d'enthousiasme. Je les remercie tous, les acteurs qui ont été avec moi et qui sont encore avec moi, les musiciens, les techniciens, les gens qui viennent regarder mes montages quand j'ai plus d'œil pour les voir. Quand ils disparaissent, parce que j'ai de regarder. En fait, le film, c'est une folie dans le sens que tu regardes 24 ou 25 photogrammes par seconde, et c'est ça que tu dois regarder. Et là-dedans, il y a toute la matière que tu dois saisir. Donc, au bout d'un moment, ça devient blanc. Et alors, je remercie toutes les gens qui sont restés avec moi dans ces années, et on a fait des aventures folles et merveilleuses, et pour leur disponibilité, pour leur chaleur, pour la manière dans laquelle ils m'ont soutenu. Justement, Antonella, je voulais justement, c'est une chose que je trouve vachement importante dans ton cinéma, dans ton travail, c'est justement cette dimension de la rencontre. De la rencontre, mais du groupe, d'une espèce de petite bande de gens qui sont ensemble. Et c'est très très fort ça. Je trouve que tu as parlé de plusieurs éléments, la dimension politique, spirituelle, tout ça. Mais je trouve que pour moi, ce qui est le plus fort, ce qui a le plus de nerfs, c'est cette bande bah oui, parce que dans mes films, j'essaye des micro-mondes, des micro-sociétés, avec une pensée qui est censée aussi s'étaler dans la pensée des autres, donc propagande au vrai terme, au vrai sens du terme. Et le groupe représente ça. C'est un peu une cellule. Oui, parce qu'en même temps, on a l'impression qu'ils sont conduits sans être trop conduits non plus. Comment tu travailles avec justement quand tu es avec un groupe? Il y a des situations très différentes, des situations où normalement je prépare tout le monde et chacun un par un. Individuellement, ouais. Je passe du temps... et après, le vrai guide d'auteur arrive devant la caméra ou devant le micro, si c'est un travail de son qu'il faut faire, comme dans Race, un des derniers, où l'acteur principal, Lionel Mazzari, a interprété un texte que j'ai écrit et que je lui ai présenté comme base de travail, parce que autour de ce texte, j'ai construit le film. Et on y a travaillé longtemps avec Lionel pour trouver quelque chose en lui qui représentait exactement ce que je voulais. Donc, un travail de rapprochement.
Antonella, tu avais préparé quelques extraits sonores que tu voulais qu'on diffuse. Oui, je crois qu'on va Peut-être que ce passer serait bien un de petit partager ça. morceau, vu qu'on vient d'en parler, un petit morceau du monologue de race. Alors, l'autre, je Ouais. prépare monologue de race. Ok, c'est parti. c'est parti. Peut-être parce qu'ils ne font plus de guerre. Les guerres rompent les pilons intérieurs, fracassent l'ego, à tel point que tu oublies ta mère à jamais, tu deviens libre et indépendant. Un homme. Ici, le sang familial leur colle dessus. Les frustrations gélatineuses des pères coulent dans la gorge des enfants tels des gros canards sans transformation. Foie gras et gros ulcères, œdème, gratiné, gratte, gale, tuyau. Ces enfants hyper protégés par leur mère, par pure manie de domination. Enroulés dans la sécurité, envoûtés d'affection, hypnotisés dans la grande eau de l'amour des mères. Ils ne pourront jamais grandir. Je pleure. Je pleure. D'ailleurs, on le sait. Oedipe tue son père, non pas sa mère. Intouchables, les mères. Juste une femme pourrait tuer une autre femme, sa mère ou sa belle-mère. Le sujet a échappé à Freud. On ignore cette figure psychologique. Il y a des tabous plus tabous que d'autres, plus dangereux. Tout ce noir des Français, ça me rappelle beaucoup des Allemands des années 20. Tout ce rouge qu'ils boivent, ça me fait penser au sang. J'avais entendu parler d'un groupe d'artistes autrichiens qui avaient pris sur eux la douleur du nazisme. C'était dans les années 20, je crois. Ou même un peu plus tard, comme l'explosion d'une bombe à retardement. C'est comme ça qu'elle sort, la vraie douleur. En retard. La douleur n'est pas des pères qui font la guerre, mais de leurs enfants et des enfants des enfants. C'est le vrai héritage qu'on porte. La douleur qu'on a provoquée et qu'on subit. Mon grand-père me racontait des histoires d'animaux magiques. Si jamais tu ne les aidais pas, tu étais mort. Au prochain virage, ils étaient transformés en gros sorciers et t'envoyaient une horde de chats contre qui te griffaient jusqu'à te finir. Il faut faire gaffe à ce qui est invisible. Ces artistes autrichiens, ils venaient d'une famille riche et puissante, respectée, crainte. Seuls les enfants avaient le pouvoir de ressentir la faute, la faille, le son faux. Ils se réunissaient dans des châteaux de leur propriété à moitié abandonnés, exactement comme leur proprio, suivis par des semblables, des autres coupables. Ils se réunissaient pour des festins ignobles, pour trancher des vaches avec des tronçonneuses, tout pour se libérer de la faute. Je les comprends, et je ne sais même pas s'ils ont réussi dans leur tâche. Dans leur festin, ils tuaient des animaux vivants et le sang coulait. Imagine, une grosse vache tuée à coups de hache pendue au plafond au milieu de la foule percée à la perceuse, le sang qui gicle et flotte de l'animal, des boucs émissaires, le sang qu'elle gicle et qu'elle gifle. Cette vache, tout le monde crie comme si c'était un concert punk, mais en fait c'est juste la mort qui crie fort et qui les domine. J'ai le noir des enfants français qui est rentré désormais dans mon ventre. Je le porte en moi. Je le laisse reposer, fermenter. Je suis coupable d'avoir abandonné les Allemands. Je veux m'affranchir de ma dette. Je veux faire quelque chose de bien pour les Français, qui sont si gentils avec moi. Je ne veux pas les abandonner, pas les décevoir cette fois-ci. Je dois faire un geste concret. Offenes Fenster präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und paar Auspuffrohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schaut die Straße runter, fällt
fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich tu einfach weiter rennen. Alors, donc, Antonella, je voudrais bien revenir sur ce texte qu'on vient d'écouter. Mais juste avant, rappelle-nous, là, tu as fait un petit montage, là, un petit enchaînement entre une partie du texte de Race et donc cette musique qui arrive plus tard dans le film, hein, c'est ça ? J'ai utilisé cette chanson de Nina Hagen, mais elle arrive avant le texte. Ah, avant, bon, d'accord. Ok. Mais alors, je suis assez... c'est assez étonnant. Parce que le texte, il parle d'un Italien qui vit en France et a vécu en Allemagne. D'accord. Donc, c'est moi. Ouais. Mais au masculin. Ouais, ok. Alors, écoute, je voudrais juste parler d'une chose qui est en fait assez personnelle sur comment je l'ai... La première fois que j'ai vu dans Race, donc il y a eu ce moment avec ce texte, et puis là, le réécouter. Du coup, ce qui se passe pour moi, ce que ça me fait, c'est que, en fait, la première fois, je me souviens après, on en a parlé ensemble, on était avec Fabrice aussi, et je ne me souvenais absolument rien de ce texte. Je me souvenais de rien. Et bon, il se passe là qu'on est dans le studio de la radio, mais en même temps, on a triché là parce qu'on avait, si on peut dire, il y avait les images qui passaient en même temps, et je regardais à nouveau ce moment, et
du coup, je me dis, il y a deux choses. D'une part, j'ai eu l'impression que ce texte, il me passait, mais directement, parce que tu parlais d'inconscient tout à l'heure, il m'est passé directement assez loin dans le, dans le cerveau, je dirais. Et il a été sublimé, apparemment. Mais en même temps, en le réécoutant, je me souvenais de tout. De tout. Voilà. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, en regardant comment le montage, la texture de l'image, j'ai l'impression que dans le travail de montage, il y a une dimension d'écriture automatique. Je ne sais pas comment tu travailles le montage, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a des espèces de... Je déteste l'écriture automatique. Ah bah alors, c'est intéressant. Alors, pour moi ça produit vraiment ça, alors, le montage. Je sais pas, ce mot ne m'a jamais plu. Je pense qu'il y a des moments, tous les gens qui créent le connaissent, où on n'est plus nous-mêmes et ceux qui se produisent, mais en même temps, il y a une conscience de l'écriture, du style, je veux dire, le niveau de maîtrise n'est pas baissé au niveau technique. Mais quand tu fais du montage, parce que moi ça m'intéresse, moi aussi j'ai l'impression ce montage aléatoire, mais c'est peut-être pas le bon mot, montage inconscient non plus, mais est-ce que tu te mets dans un... Est-ce que tu vis un état particulier, en tout cas, quand tu te mets au montage, parce que on se met dans des états. Je crois que j'ai des capacités psychédéliques naturelles assez fortes. Donc le travail que j'appelle alchimique vient de soi, mais il comporte une bonne concentration. Une bonne concentration, ouais. Oui, mais quand je dis écriture automatique, ça ne veut pas dire laisser tout au hasard n'importe comment. Pour moi, c'est surtout pas ça, l'écriture automatique. Alors peut-être il y a du coup oui, précise. C'est possible. C'est-à-dire que l'écriture automatique, c'est comme si c'était une espèce d'improvisation. Mais l'improvisation, elle se fait jamais sur... Non, il n'y a rien d'automatique. Alors, il n'y a vraiment rien d'automatique. Il y a des choix permanents. Bah oui, mais il y a des... Je coupe tout le temps, au même que je laisse... Bon, j'interviens beaucoup et en conscience. Non, ce n'est pas un laisser-aller. Non, il y a des préparations, il y a des temps différents. Ce qui se produit, c'est comme un résultat final. Mais non. Et du coup, comment tu l'envisages ? Il est très préparé, le travail. Il est très préparé à tous les niveaux. Est-ce que, dans le montage exactement, est-ce que tu envisages une séquence, un plan en fonction de l'autre ? Est-ce que tu l'envisages dans sa narration, ou est-ce qu'au contraire, c'est les images qui s'entrechoquent ? Comment tu l'envisages ? D'abord, il y a la confrontation entre trois moments d'écriture. L'écriture, disons, de scénario, mais ce n'est jamais précis de dire... c'est jamais un scénario comme dans les films classiques. Après, il y a le tournage qui déjà, selon les conditions, parce qu'il y a, si vous voulez, il y a à chaque fois des adaptations aussi à l'environnement. Donc, et dans l'écriture et dans le tournage, ce que je arrive à faire, avec qui, dans quel endroit, qu'est-ce qui se produit, toutes les moments accidentaux rentrent à faire partie. Le fait que Race a été tourné dans un jardin me coupait de l'électricité parce qu'il n'y en a pas. Donc il y avait un générateur. J'ai pu tourner seulement certaines choses, pas d'autres. Ils ont fait la différence. Et après, il y a un troisième travail d'écriture qui est le montage. Et le montage peut tout bouleverser. Dans le sens, j'avais
il y a un film qui s'appelle Lambe, que j'ai fait c'est le plus long des films récents le film des films récents que j'ai fait et qui m'a pris le plus de temps entre l'écriture, le tournage et le montage. Et en tout cas, j'avais des images tournées qui avaient un sens en soi, mais qui ne correspondaient plus à ceux que je voyais dans les roches et qui j'avais envie de monter. Donc le montage a dû m'amener à une écriture complètement différente qui respectait à la fois les images. Par exemple, là, j'inscris très peu mes films au festival, mais j'ai inscrit les roches d'une scène de Lambe. Donc, les roches, parce qu'elles sont complètement différentes du traitement qu'elles ont eu après. Et dans le film, on va dire dans le finissage du film, dans le montage, je suis partie à la recherche en utilisant les mêmes images, donc un coupage continuel. Le travail de montage est très très serré dans Lambe, mais en tout cas, j'en ai fait quelque chose de beaucoup plus abstrait et symbolique. Donc, par exemple, entre mes films, c'est le voyage magique le plus réussi, je pense. Parce que, donc, pour expliquer, il y a 3 films, c'est une trilogie. Donc, c'est ça, il y a Limbe, il y a les Race et le Paradis, c'est ça films. Voilà, Ouais. ok. Alors, j'ai réalisé Limbe. Chacun des films est un film en soi. Mais au bout d'un moment, Limbe, qui est une histoire un peu chamanique de libération, d'évolution d'une âme, mais il faut le voir, parce que ce que je dis est à mettre ensemble avec une réalité d'image qui est très particulière. Mais en tout cas, au bout d'un moment, j'ai identifié ce film comme un enfer dans le sens de Dante. Et donc, je suis partie. Dante, la Divina Commedia, c'est un texte qui en tant qu'italienne, m'a beaucoup marqué. Et Dante a été un exilé, il a été poursuivi au niveau politique. Bon, moi, je ne suis pas dans cette dimension, mais sûrement, je ne choisis pas des voies faciles. Donc, ça m'amène à une mobilité, un nomadisme et à des formes de hérésie qui m'amènent à être d'accord avec Dante. Donc j'ai commencé ce travail avec lui, je dis bien avec lui, et j'ai construit le purgatoire. D'abord c'est Race, et Hérésia, enfant. J'ai réussi à faire un paradis. Après, on le verra. On verra. Quelle ambition. Et pour revenir du coup à Race, t'es parti d'un texte, non ? J'ai commencé par le texte. Par le texte que t'as écrit. C'est le texte que j'ai écrit rapidement dans une soirée et qui m'a donné envie. Et je l'ai senti assez important pour soutenir un film. Ouais, j'avoue que ce texte, moi, il m'a beaucoup marqué à la projection du film parce qu'il est, je trouve qu'il est, il parle, enfin, en tous les cas, cette espèce d'exil que tu viens d'évoquer et cette fuite en même temps, l'hérésie, etc.
tout se retrouve dans ce texte qui est assez long quand même, hein, qui dure, dans le film, pas loin de 18 minutes, c'est ça? Ouais. Et en même temps, on est complètement porté et ça porte le film. Et le fait aussi que ce soit une voix, enfin, c'est porté par un homme du coup. Et j'aimerais bien quand même que tu reviennes là-dessus sur ce texte. Qu'est-ce qui a été le plus important pour toi dedans? On en a écouté un bref passage. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé que... Mais il est long. Hein, en tout cas, j'invite les auditeurs à le retrouver sur le site de Dérive, puisqu'on peut retrouver l'intégralité du texte. Le texte écrit. Le texte écrit sur dérive.tv. Il suffit d'aller sur Antonella Porcellucci et puis on tombe sur ce texte, hein, qu'on peut lire dans son intégralité. Alors, il raconte quoi complètement ce texte en fait? Comme Dante, le voyage, parce que le personnage de Ras, c'est un personnage qui voyage et qui observe. Donc il y a ce personnage qui se positionne presque comme nôtre par rapport à la réalité sociale et nationale qu'il vit. Il passe à travers deux sociétés. Pour moi, après, il y a des sous-titres sur les images. J'ai mis dans les images des extraits des Danni de Luchino Visconti, Il crepuscolo degli dei in italiano, et qui porte dans la version que j'ai pris des sous-titres espagnols. Donc pour moi, c'est une espèce d'histoire d'Europe qui se forme. Et alors, il y a je parle de la France, il y a des souvenirs du personnage qui se balade dans les méandres du nazisme, du post-nazisme, parce que c'est question aussi des artistes activistes autrichiens. Donc, c'est un regard. Et en plus, le personnage se met dans la position de laisser qu'il devienne un élément rituel de sacrifice. Donc, lui, il a comme but de sauver les enfants de la Tour Eiffel, comme je les appelle dans le texte. Oui, ça c'est vraiment c'est génial, quoi, les enfants de la Tour Eiffel. Et du coup, c'est vrai que le texte, il a une dimension à la fois hyper politique, en même temps très intime, puisqu'on va un peu dans la psyché aussi. Tu fais un peu le portrait à la fois des enfants français. T'évoques vachement les deux cultures, à la fois allemande et en même temps ce que chaque culture trimballe. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant le va-et-vient entre les cultures que tu fais comme ça, entrechoquées. Donc on a l'impression d'être à la fois touché intimement et de comprendre de l'intérieur. Et c'est ce qui est chouette, c'est que du coup tu pars de ton propre vécu. Et le texte donc devient à la fois presque universel et en même temps on revient toujours à l'expérience qui est la tienne, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il a cette force, c'est qu'on sent que voilà, ça vient du vécu, quoi. C'est très ancré dans ton propre vécu. Ça vient du vécu, et comme tu dis, il y a du va-et-vient. Le va-et-vient, c'est super important. Que le cerveau puisse se balader dans des endroits choisis et amples. C'est le but. Tu veux qu'on écoute quelque chose ? Tu avais sélectionné le clip pour Ras. Alors ça, c'est hier pour communiquer sur cette émission radio
magnifique. Là aussi, merci beaucoup à vous. J'ai écrit un petit texte que j'ai mis sur Facebook. En fait, je dis que Philippe Zunino, alors Philippe Zunino, c'est un autre acteur, on va dire, parce qu'il m'aide beaucoup sur le son, à avoir un bon son. Je le vois maintenant, ça aide beaucoup pour un film, pour le faire planer, pour le faire, surtout quand la musique et le son ont un tel épaisseur comme je le fais, et finalement je lui donne beaucoup d'importance. Donc Philippe Zunino, on discute beaucoup depuis, on ne se quitte jamais. Et il me demandait, mais comment tu pourrais décrire avec un seul mot tes films? Et donc j'ai commencé. Et alors, film hérétique, film oracle, film chaman, film émotionnel, film insurrectionnel, j'ai pensé et j'écrivais. Et de temps en temps, j'avais une idée, bon, j'écris. Et après, en fait, j'ai pensé à cette histoire de la vision. Moi, j'ai choisi Ai, l'œil, comme Antonella Ai Porcelluzzi. Je signe comme ça mes films. C'est l'œil, donc le regard, voir. C'est un moyen aussi des sorciers. En tout cas, qu'est-ce que c'est la réalisation? La réalisation, bonne ou mauvaise, c'est une vision. Donc, c'est à la vision que je m'applique, c'est mon but. Et alors, j'ai appelé mes films les films de la grande vision. Et alors, les films de la grande vision, en fait, j'avais écrit un texte que je sentais un peu exagéré, parce qu'il est vraiment très high. Il voyage sur des longueurs d'onde vraiment très subtiles. Il s'appelle La Grande Vision. Et il y a certains copains qui l'ont lu. Bon, des fois, les textes, ils arrivent, personne ne les accueille. Donc, ils restent dans un lambe, voilà. Et là, par contre, on m'a ramené à ce texte. Des amis l'ont édité dans une revue. C'est Isophrénia. C'est un groupe de musiciens et écrivains avec qui j'ai une collaboration assez forte. Donc, on était à Bruxelles, j'étais à Bruxelles en mars pour tourner un film avec eux. Et on l'a fait en 5 jours et ça a été une aventure vraiment incroyable. J'ai formé ma petite équipe quand même dans le peu de temps. J'avais Elena Manente qui me fait la caméra depuis Reims et Philippe Zunino qui a pris le son pour la première fois. Il a pris le son sur un film qui est tout musical. Et après avoir fait le film, on a fait un concert. Et pendant le concert, on a enregistré une version de La Grande Vision. Donc, c'est le morceau qui est sur mon SoundCloud. Ouais. La grande vision est 3D. Elle bouge dans tous les sens. Elle sort de toi, elle sort de soi. Elle a son temps, ses propres coordonnées. La grande vision est merveille. Réchauffe. Arrive ici pour bâtir. Tu recouvres
poussière d'or. Divine, sacrée, costaude, inattaquable. Active. Tu veux y être, si tu bouges, tu crois en toi solide. La poudre d'or sur moi, ma tête renonce aux axiomes anciens, aux axiomes faux qui m'affaiblissent. De l'air rentre du vent, de la pluie, la tonnerre et la foudre. Nettoyage de la terre respire, et moi je m'habille en poudre d'or. Je la fabrique, elle n'est pas à vendre, ni je peux l'emprunter, ni la céder. Fais ton boulot. La poudre d'or, la poudre d'or. On se laisse aller à la grande vision. Ouais, on y croit. Allez, on y croit. C'est du boulot. Un beau boulot. La poudre d'or. Alors voilà, c'est la fin de Pulsar Isofrenia d'Antonella ai Porcellucci. Voilà. Alors Fab, tu nous as expliqué pourquoi tu voulais passer ça. Voilà. Et un petit blanc, excusez-nous. Ouais, c'est bien les blancs. C'est bien les blancs, ouais. Ça fait une petite pause de silence. Donc voilà, on attaque la dernière demi-heure de cette déjà, enquête de cinéma avec Merlin, François, Fab et Antonella qui pensaient qu'on avait fini. Eh ben non, ouais, il y en a encore pour une demi-heure. Et Merlin, il sourit, c'est presque Merlin l'enchanteur. Hein. Ah, ouais. mais c'est Merlin l'enchanteur, il nous fera découvrir sa voix à la fin. On a un enchanteur. Un enchanteur. Hein. Et moi, je me posais une question, on revient un peu sur des choses qu'on a déjà dites, mais c'est ce qui me restait, quoi, c'est que moi,
je me suis toujours dit que quand on fait un film, ce qui permet aussi à un moment de nous libérer, c'est de le montrer et d'avoir des gens qui nous disent des choses dessus, quoi. Et moi, je me posais aussi la question, on en a parlé tout à l'heure de la diffusion de tes films, c'est que tu as aussi une diffusion qui se fait beaucoup par Internet. Où rapidement, tes films, tu les mets sur Internet. Oui et non. En fait, sur ma chaîne publique, il y a plusieurs genres de films. Disons que ma filmographie officielle se limite à 10 films. Je crois, je ne les ai pas comptés dernièrement, mais je crois que c'est une dizaine. Sur la chaîne, il n'y a pas les films plus récents, parce que je les garde secrets pour les projeter sur le grand écran. Donc, préparer des soirées et les présenter. D'accord, ok. Et après, il y a tout un tas de films qui se font. Donc, il y en a une catégorie assez grande, sont les rencontres avec des réalisateurs, par exemple. Je me suis engagé avec Mireille Laplace. On sort à peine de cette aventure de projection des films de la coopérative du cinéma indépendant italien fondé à Rome dans le 68. Et j'ai par exemple réalisé sont des portraits, mais c'est aussi autre chose parce que je me mets toujours dedans comme Hitchcock. Il y a toujours un peu ma présence. Des fois, je les mets en scène. Alors, avec les réalisateurs de la Film Coop de Rome, j'ai fait un portrait de Adamo Vergine, qui était le fondateur. C'est du cinéma expérimental et indépendant. Et Pia et Premian, qui est sa compagne. Donc, on était partis les voir à Rome et je les ai filmés dans leur appartement. Et je pense que même que les meilleures discussions ont lieu derrière la caméra, ou en absence de la caméra. Il y a des choses belles d'eux qui sortent. Par exemple, il y a un film, là dernièrement j'avais retrouvé, et je vais le mettre en ligne, un film que j'avais réalisé avec Pierre Mérège à une occasion où on a fait une émission ici ensemble. On a lu ensemble un texte de lui. Et lui, il voulait bien mon accent et mes fautes sur la lecture de son texte. Et après, ensemble, en fait, chez moi, j'ai pris une petite image le film fait 5 minutes. Je l'ai appelé la secrétaire du révolutionnaire. Donc, moi, je tape à l'ordinateur certaines idées de Pierre où on aurait voulu collaborer. Après, on ne l'a pas fait. Donc, ce sont des situations de la performance presque. Il y a un film que je veux mettre en ligne, que j'ai repris, c'est un film du 2009 où il y a notre ami commun, Mohamed Aïssa. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas montré, dans le sens, ce sont des matériaux, c'est inclus. Avec Mohamed, on avait réalisé, lui il fait partie de l'équipe des Négresses jaunes, qui est mon premier film marseillais, donc 2006. Et je lui avais donné un rôle, il est dans la deuxième partie du film. Et il nous a quittés à l'âge de 36 ans en 2010. Je lui avais déjà rendu hommage
j'avais fait une petite exposition personnelle de mes films à la galerie La Traverse. Et ce film était dedans. Donc il y a les rencontres, les films qui viennent des rencontres et de rencontres avec des gens qui me font réfléchir aussi sur le cinéma, et avec des lieux. Par exemple, dernièrement, j'étais en Italie. On m'a invité à présenter dans le cadre d'une rassegna. Excusez-moi, j'ai pas le nom. En tout cas, pendant le festival du cinéma de Pesaro, un groupe de cinéastes, en fait, et de critiques, ont mis ensemble une collection de films qui ont un certain degré d'indépendance et d'expérimentation. Cette collection s'appelle Satellite. Donc j'étais en Italie autour du 21 juin. Le 21 juin, c'est le solstice d'été. Donc la nuit et le jour sont pour une nuit de la même longueur. La lumière est quelque chose de très important pour le cinéma. Et donc, je voulais capturer, même si j'avais une caméra, je l'ai fait avec mon iPhone. Alors, le film s'appelle Dans la lumière du 21 juin. Il est filmé, il est tourné, il fait 19 minutes, il est bref. En tout cas, il est tout filmé avec une lumière qui est la lumière clou de l'année. Donc, autour de cette date, la lumière est à son apogée, à son maximum de l'intensité. Il y a un tas de films mineurs qui je mets dans ma chaîne publique. Et c'est un peu une manière pour discuter de mon travail avec les autres. Et il y a, en tout cas, un certain nombre de films, aussi ceux qui j'inclus dans ma filmographie vraie. Donc les plus anciens, ils sont là, ils sont en vision. Donc des films jusqu'à 2010, il y a des choses. 2010, 2013. Ouais. Bon, et Antonella, c'est ce qui est sûr, c'est que moi je retiens beaucoup dans ta manière de travailler, je dirais la liberté de A à Z, c'est-à-dire que tu fais, tu filmes, n'importe quelle occasion presque. L'autre fois, on prenait un café ensemble et on a vécu un petit instant, de vie avec le barman. De cinéma, oui. On a décidé de tourner une scène avec la personne. T'as décidé, tout d'un coup, tu m'as dit il faut qu'on tourne ça. Mais c'est vrai que du coup, plein d'occasions sont pour toi des occasions de filmer, quoi. Et ça, c'est chouette parce que moi qui suis beaucoup plus, je dirais que je suis, comme je te l'ai dit, l'inverse, c'est-à-dire avec beaucoup de retenue ou de mettre beaucoup peut-être d'intensité. Chacun envisage en tous les cas la manière qui lui ressemble de faire du cinéma, mais t'attends pas, quoi. Et c'est pareil pour une des raisons qui m'ont tellement fait faire amitié avec Dante Alighieri, c'est que il me surprend toujours. Bon, c'est un homme du 1300, mais c'est un homme qui a continué à parler. Et je le sais parce qu'en lisant et en relisant ces textes, c'est toujours une émotion et le présent est toujours mis. Ça veut dire un texte qui est vraiment
important, il passe à travers le temps sans problème. Et lui, il a une manière de traiter son ego qui est très intéressante. Dans le sens, il a... ce n'est pas de la complaisance. Je pense que c'est lié justement à cette idée de responsabilité. Lui, il se sent investi de pouvoir faire un voyage divin. Donc, de pouvoir arriver, dépasser l'enfer, arriver au purgatoire, arriver au paradis et en sortir, parce que on continue la vie sur Terre. Mais en tout cas, il y a une ambition, il y a une prétention, il y a une manière de traiter, une subjectivité. Moi qui... j'ai une éducation scientifique, j'ai fait la fac de économie politique, donc beaucoup de mathématiques, etc. Mais peu à peu, et avec l'art de plus en plus, la mission de chacun de nous dans la vie est subjective. Chacun de nous est unique. Et c'est ça qu'il faut exprimer, la partie unique de soi. Et il faut y aller. Il faut y aller. Alors justement, du coup, je voulais poser une autre question, c'est que on a avec nous François, qu'on avait reçu, François Billot, qu'on avait reçu ici oui, pour. Je suis en bonne compagnie. Voilà, hein. aussi autour de son travail, quoi. Et vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous êtes dans une production cinématographique importante. François, toi, tu travailles sur un film depuis pas mal d'années. Pour ceux qui ont envie d'aller retrouver cette émission, c'est aussi sur Dérive avec toi. Et du coup, mais vous êtes sur deux endroits quand même différents. Toi, François, tu produis, c'est-à-dire tu filmes énormément, mais en même temps, tu as peu montré pour l'instant parce que c'est un film pas en devenir, mais en tous les cas qui doit être montré à la manière dont que tu entends, c'est-à-dire qu'il a une vie entière, ce film. En fait, il a un début, un milieu, une fin, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, toi, Antonella, tu filmes aussi énormément et tu montres beaucoup. Alors je ne sais pas comment faire le parallèle entre vous deux. Je ne montre pas beaucoup. Hein. Bah, quand même, c'est-à-dire que, comme Dilo, tu as aussi pas mal de tes films qui sont disponibles sur ta chaîne. La dernière projection que j'ai faite, mais bon, la chaîne... si, il y a des regards, mais après, tu ne sais pas. D'accord. Mais c'était pas forcément... Combien de minutes il y a toujours... tu fais un travail pour produire une œuvre, mais l'œuvre ne parle pas forcément de soi-même. Il faut toujours l'interpeller, vouloir l'interpeller. Pour qu'elle parle. C'est comme dans la communication, tu peux dire il y a cet événement, ce qui m'est arrivé avec les films de la coopérative, au bout d'un moment, moi je postais des articles, des choses, des textes des auteurs de la Filmcoop de Rome, etc. Mais le retour n'était pas là. Et au bout d'un moment, l'autre nuit, en fait, on était en plein dans le travail des projections, mais je me suis arrêté pratiquement une nuit à parler avec certaines personnes qui m'ont posé des questions sur ce qu'on était en train de faire. Et là, j'ai eu l'impression, à travers le retour des autres, que c'était les autres qui expliquaient, en fait, ce qu'on était en train de faire. Et c'est comme ça aussi pour mes films. De les montrer, c'est sûr que c'est le vrai travail. C'est le vrai travail. Après... François, tu veux dire quelque chose là-dessus ou tu as quelque chose à dire ou pas? Enfin, forcément, je sais pas. Non, je sais pas. Ok. Enfin, ok.
Non, mais voilà, il n'y a pas forcément de choses à mettre en parallèle. Hein. Ça me venait comme ça, simplement sur. De toute façon, chacun de nous on fait des choix, Non, mais si. personnels. Moi, je vois ce que tu voulais dire, Fab. C'est que le parallèle qu'il y a, c'est que vous filmez. Le geste de filmer est un geste quotidien, quoi. Il y a ce parallèle-là, quoi. Ça fait partie d'un geste de vie. Oui, quoi. une pratique. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. En fait, c'est vrai que c'est ça que effectivement qui t'a pointé, c'est-à-dire que autant François, c'est vrai que ton cinéma, enfin, tu filmes beaucoup et t'habites la ville avec ton cinéma et le cinéma fait partie de ta vie, où les deux sont extrêmement proches, quoi, au quotidien. Et j'ai l'impression que chez Antonella, c'est aussi un peu la même chose. Et quand on parlait de cette possibilité que tu as de saisir chaque occasion comme un possible film à faire à chaque fois, même s'il est petit, même il peut se faire comme ça en une heure, ou j'en sais rien, ou une journée, mais en tout cas, il y a cette quotidienneté. C'est peut-être le parallèle qui est intéressant de... Oui, après, il faut le mettre comme dans le cas de François, qui travaille depuis 10 ans. 15 ans. 15 ans plus, oui, sur un film. Oui. Non, mais moi je pense que c'est... Non, moi je vois ça comme deux choses très, très différentes. C'est-à-dire que ce que je trouve très forte chez Antonella, c'est je pense que il y a quand même quelque chose qui doit se passer au moment du tournage, dans les gens qu'elle rassemble et dans l'énergie qui tout d'un coup qui doit prendre, quoi. Moi, je travaille pas du tout comme ça. Enfin, je suis pas capable de mener. Enfin, puis je construis beaucoup. Oui. Ouais. Et voilà. Et ça, je trouve que c'est une des choses qu'on ressent vraiment dans son cinéma. C'est tous les acteurs, ils sont habités par quelque chose, et on sent on sent bien qu'il y a quelque chose qui vient d'Antonella, et en même temps, il y a une liberté en même temps, il y a quelque chose de souple en même temps qui se passe entre où tu sais pas trop, où les acteurs aussi parfois sont peut-être, mais tu vas peut-être me corriger, mais des fois j'ai l'impression qu'eux-mêmes ils cherchent aussi, ils peuvent être en situation de fragilité ou d'improvisation. En même temps, comme tu disais, tu les conduis beaucoup, tu parles avec eux, peut-être même individuellement, chacun. J'aimerais bien d'ailleurs que tu décris un peu plus comment ça se passe, ces moments-là. Parce que je pense que tu as besoin, dans le moment du tournage, vraiment, d'une intensité qui doit se produire. Après, comme dit Fabrice, il peut y avoir d'autres moments où, dans des moments d'instant du quotidien, comme ça, quelque chose se présente et tu es là aussi et tu réagis tout de suite et tu filmes aussi. Mais je pense que ça n'empêche pas qu'il y a les moments de tournage et qui sont vraiment la colonne vertébrale, la structure, le nerf de chaque film, quoi. Enfin, on le sent, je trouve, très, très fort, ça, dans les... Voilà, et donc... dans les moments, je sais pas, les moments de tournage pour toi, c'est... Il y a des couches de moments préparés et de moments provoqués. Des couches et des couches dans tout le procédé de la préparation du film. Et les imprévus de tout genre, parce que... Voilà, quand la première fois que les générateurs d'électricité au jardin ont provoqué un blackout, moi j'étais perdue. Et ça a duré, on avait à peine commencé le tournage de nuit, donc j'ai paniqué. J'ai paniqué, je me suis perdue dans ma tête, dans le sens, c'est dur d'organiser un tournage en indépendant comme ça, et donc j'avais la présence de ce groupe avec qui je ne pouvais pas interagir parce qu'on n'avait pas les lumières. Et par exemple, l'élément qui m'a donné force,
c'est de voir, bon, on s'était construit, on était dans un jardin magnifique, on avait un cubi de très bon vin et la production est très petite, mais il y a des petits détails qui font plaisir. Et donc, mes acteurs, qui en plus, moi j'ai toujours des acteurs, la plus grande partie est non professionnelle, et donc on va les appeler les acteurs. Ils étaient tellement contents, ils parlaient entre eux et en fait ils m'ont donné seulement de les regarder, leur patience et leur moi je me faisais des soucis pour eux parce que je les avais conviés, on n'arrivait pas à travailler. Et par contre, eux, ils étaient dans un esprit, ça se voyait, je l'ai senti, et ça m'a renforcé. Et dès que la lumière est arrivée, on a repris le travail. Et c'est toujours... je crois à la vie. En tous les cas, il y a vachement de joie, même dans Race, en tous les cas, je trouve qu'il y a, pourtant c'est bon, oui, il y a de la joie, il y a de l'ironie, je pense aussi. Oui, beaucoup de décalage. Un travail n'a pas de valeur. Alors, il faut dire que je privilège le drame au comique. Après, il y a un élément comique qui j'ai constamment avec moi, et c'est le même comique de la Divina Commedia, dans le sens qu'un film, pour moi, doit donner espoir. Quoi que ce soit, ce qui se passe dedans, doit finir bien. C'est le même sens de commedia qui Dante emploie. Mais voilà, dans le drame, il faut un côté ironique. Sans ironie, je peux rien faire. Oui, mais c'est l'ironie au sens de l'humour, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, il y a beaucoup d'espace et puis il y a cette liberté de montage qui fait que ce qui est quand même très plaisant, c'est de respirer pendant tes films, c'est-à-dire que ce que tu t'autorises à faire, on aurait presque, moi ça m'a parlé comme ça de me dire j'aimerais m'autoriser à ça. Voilà. Ça fait du bien, quoi. En tout cas, dans Race, je trouve que c'est flagrant parce qu'à la fois tu sens quelque chose qui se déroule de façon qui construit une narration qui fait un sens qui se retrouve tout le long du film, et en même temps on est sans arrêt envoyé dans différentes atmosphères et un montage qui est complètement fou, des incrustations, ça se dit comme ça, incrustation ? Oui, j'ai eu un doute à un moment donné. Voilà, avec des extraits de films, une bande sonore qui est quand même oui, parce folle. Que après, je suis très curieuse. Et alors, des éléments qui regardent la technologie, oui, il y a la curiosité, il y a la recherche, parce que quand un élément n'est pas assez riche pour moi, alors je commence à le repenser, je fais des tours je me donne le temps de lire, de trouver, de rencontrer. Voilà, le film, à mon avis, me met dans une situation de recherche en soi. Et il appelle lui-même les éléments qu'il me faut. Je vois les choses comme ça. Donc je laisse arriver, je les vois, je les interprète, je les réarrange, et tout ça tout ça se construit au fur et à mesure. Ouais.
rentre dans le grand crogiolo, comment on dit? La marmite. Non Oui, la marmite, il y a un autre. Oui, et Serait-ce le mot de la fin, Antonella? On approche. alchimie. Ouais. Voilà. Antonella, tu nous as dévoilé toute ton alchimie. Et en Non, plus, même pas. Alors pas. Une partie. Ouais. 1%, même pas 1%. 1%. Alors pour revoir les 99%, il faut voir tes films. Le dernier, la Race, il va bientôt pouvoir être vu, peut-être en décembre, c'est ça? En décembre, le 16 décembre au FRAC, j'ai eu la possibilité de le montrer. Ouais. D'accord. Alors on peut s'y rendre, c'est ouvert à tout le monde ou... Si, l'entrée est libre, la salle est assez grande, donc je vous attends nombreux. Ok. Le 16 décembre à 15h. Et après, on fera des autres projections. Ok. Mais C'est la première publique que tu fais? C'est la première publique et Ok. je l'attends. D'accord. Bon, et on va se retrouver là, même si nous on l'a déjà vu, mais moi je le reverrai bien une deuxième fois, ça c'est sûr. Et la troisième, dans la trilogie, la troisième partie, le paradis. Alors Eh bien, je l'ai appelé Hérésia. Et donc, la pensée est que le discours est très délicat parce que ça touche à la religion, mais je pense qu'il faut toujours repenser les choses par soi-même. La foi est quelque chose de très subtil, il faut jamais la concrétiser complètement. Bon, on se retrouve dans... Merci Antonella, merci Merlin l'enchanteur et puis François Abillot et Lotivol et merci à vous. Et qu'est-ce que tu veux dire, Lolo? Ah bon, d'accord. Merlin fait un tour de magie. Ah, il fait un tour de magie, Ouais. D'accord, ok. Je voulais dire bonne soirée, merci à nos invités, merci à Antonella Porcelluzzi qui nous a éclairci un peu sur sa grande vision du cinéma et de la vie. Merci à vous François, Fabrice, merci Lo de m'avoir invité à la technique et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve le lundi 4 décembre sur Radio Galère 88.4 ou sur dérive.tv si vous voulez réécouter l'émission. Bonne soirée. Salut. Where can we go when the lights are low? Where can we go when the lights are low?